Bonjour à toutes et tous. Il y a tout juste une semaine, dimanche 9 juin, Emmanuel Macron a subi dans les urnes une sanction sévère. Celle-ci est amplement méritée. Elle vient d'une France qui souffre, que l'actuel président de la République ne connaît pas, mais qu'il méprise. Celle des fins de mois devenues impossibles. Celle des files d'attente devant les banques alimentaires. Celle des logements insalubres dans lesquels ces précieux messieurs-dames qui gouvernent ne supporteraient pas de vivre une seule seconde, mais où on laisse croupir des familles entières. Dans trop d'endroits, la France devient le quart-monde. C'est indigne, c'est insupportable. La France d'Emmanuel Macron est un pays dans lequel 5 personnes, 5 milliardaires, possèdent autant que les 27 millions de Français les plus pauvres. Un pays dans lequel 11 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Un pays dans lequel certaines familles doivent arbitrer entre manger et honorer les factures, pendant qu'une minorité amasse les super profits et mène une vie de château. Par les dispositions les plus antidémocratiques de cette 5e République agonisante, le président de la République a imposé sa réforme des retraites inutile et injuste contre le plus grand mouvement social de ces dernières décennies, contre les représentants du peuple et contre 90% des travailleurs qui s'y opposaient. Emmanuel Macron ne lutte pas contre le chômage, il lutte contre les chômeurs. Il s'apprête d'ailleurs à signer un décret pour une nouvelle réforme de l'assurance chômage. En exigeant d'avoir travaillé plus longtemps sur une période plus courte pour bénéficier de l'indemnisation, cette réforme va juste jeter des tas de gens dans la pauvreté. Car la France d'Emmanuel Macron est aussi l'un des pays où l'on recourt le plus aux contrats courts et même très courts. Oui, la France est un pays d'assistés. Mais les assistés ne sont ni les chômeurs, ni les allocataires des minima sociaux. Les assistés de ce pays sont les grands groupes, littéralement biberonnés aux aides fiscales massives et les plus riches au service desquels Emmanuel Macron gouverne. Et à un moment donné, disons-le, tout cela ne peut que finir par craquer. Et ça y est, ça craque, ça ne peut plus durer. Le président a été élu pour faire barrage à l'extrême droite. Il promettait même de la faire disparaître. Résultat, il en est le meilleur marchepied. Sa politique antisociale et son entêtement constituent le tapis rouge sur lequel l'extrême droite s'essuie les bottes tout en avançant vers le pouvoir. Seul, reclus dans son palais, Emmanuel Macron a décidé d'évacuer son échec des européennes en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale au pire des moments qui soient, celui où l'extrême droite est au plus fort. Dans moins de 3 semaines, ce beau pays, la France des Lumières, la patrie des droits de l'homme, la République peut être gouvernée par les fascistes pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. La menace est bien plus grande qu'on le croit. Elle inspire de la peur, et cette peur s'exprime jusqu'au moindre quartier du pays. Si l'extrême droite l'emporte, ce ne sera plus seulement la guerre aux pauvres. Seront visés en plus les militants syndicaux, les militants politiques, celles et ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau, la bonne religion, la bonne identité de genre ou l'orientation sexuelle, le bon nom ou la bonne adresse. Ne laissons pas faire cela. Salut et courage à la jeunesse du pays et à toutes celles et ceux qui se lèvent et donnent de la voix pour l'empêcher. Bien sûr, crier au fascisme ne suffit pas. L'extrême droite n'est pas seulement raciste, elle est aussi profondément antisociale. Dans sa stratégie de banalisation, l'extrême droite n'a pas seulement mis la cravate du macronisme, elle en a aussi mis les idées. À l'Assemblée nationale, l'extrême droite vole au secours de la Macronie à chaque fois que la gauche propose des avancées sociales, comme lorsque la France insoumise a proposé l'augmentation du SMIC. Soyons clairs, toutes et tous, autant que nous sommes, semblables en humanité, avons les mêmes besoins et les mêmes aspirations pour nous et nos enfants. Pouvoir se loger, se nourrir, se soigner, s'éduquer, se cultiver, s'offrir des loisirs. Toutes et tous, autant que nous sommes, semblables en humanité,
sommes embarqués sur une même planète. Et si nous ne préparons pas la mobilisation avec toute notre inventivité face au changement climatique, le bateau va tanguer dur et pour absolument tout le monde. Et il tangue déjà. D'ailleurs, les débats ineptes que nous avons à longueur d'antenne sur l'immigration ont des décennies de retard. Rien que le changement climatique va pousser dans les prochaines années des centaines de millions de femmes, d'hommes et d'enfants à la migration forcée. On devrait parler de cela plutôt que d'écouter les folies de l'extrême droite sur la double, la triple et pourquoi pas la quadruple frontière. En divisant le peuple autour de la question de ses origines, de sa couleur de peau ou de sa religion, en amalgamant immigration et insécurité, l'extrême droite évacue la question sociale qui peut et qui doit rassembler une majorité. Et ainsi, l'extrême droite protège le système. Souvent, nous les voyons, de braves gens votent pour l'extrême droite sans se rendre compte qu'ils votent au passage pour un programme économique qui ne va rien servir de leurs intérêts, ni solutionner le moindre de leurs problèmes. Je me réjouis qu'en seulement 72 heures, dans ce contexte, la gauche soit parvenue au sursaut, en remettant sur pied une coalition qui, quoi qu'on en dise, ressemble assez nettement à celle qui avait été défaite pour de mauvaises raisons dans l'élection européenne. Je sais la part d'effort au travail collectif qu'a fourni le mouvement auquel j'appartiens, la France insoumise. Ce mouvement, j'en suis très fier. Il est l'appui le plus précieux dont dispose la France populaire. Et nous devons en prendre grand soin. Aux côtés de Jean-Luc Mélenchon depuis 2012, j'y ai trouvé la suite logique à l'engagement qui était le mien dans les associations venant en aide aux personnes sans abri. Des salles obscures, des réunions politiques, au plateau de télévision, jusqu'à l'Assemblée nationale, je me suis toujours accroché à ce fil rouge. N'oublie jamais pour qui et pour quelle cause tu te bats. La cause des plus fragiles, de celles et ceux qui souffrent, et sans doute la cause de ma vie. Depuis de nombreuses années, je lui ai tout donné. J'ai été élu député en 2017 et grâce au travail collectif de tous les valeureux militants de cette circonscription engagés à mes côtés et du score historique de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, j'ai été réélu à 65% ici en 2022. Puis, au milieu d'un parcours qui, vu de l'extérieur, était décrit comme un sans faute, ma vie privée et mon engagement politique se sont percutés pour produire ce que l'on a appelé l'affaire Quatennens. En septembre 2022, en pleine procédure de divorce, mon ex-épouse a déposé une main courante. Alors qu'elle avait insisté auprès des autorités pour que celle-ci ne fuite pas dans la presse, sa parole de femme n'a pas été respectée. Cette gifle, datée d'1 an auparavant, je l'ai immédiatement regrettée, sans avoir attendu d'être mise en cause. Alors pourquoi l'aurais-je donc niée 1 an plus tard, une fois celle-ci rendue publique? J'ai donc pris la décision, seul et contre de nombreux avis, de ne pas me dérober, de reconnaître ma faute et de démissionner de ma fonction de coordinateur du mouvement de la France insoumise pour ne pas mettre davantage en difficulté le mouvement. J'ai été sanctionné par mon groupe parlementaire qui m'a exclu plusieurs mois. Ma reconnaissance a rendu possible une sanction judiciaire. Mon ex-épouse et moi avons divorcé à l'amiable et nous entretenons aujourd'hui des relations cordiales autour de l'éducation de notre enfant. Après avoir respecté toutes les décisions prises par mon mouvement politique et son groupe parlementaire, et notamment le suivi d'un stage de sensibilisation, j'ai pu réintégrer celui-ci et reprendre une activité politique à peu près normale au service des citoyennes et citoyens de cette circonscription. Je sais que la France insoumise croit et porte certains principes fondamentaux à gauche. En choisissant de m'investir officiellement comme candidat pour l'élection législative des 30 juin et 7 juillet prochains, elle l'a d'ailleurs prouvé. L'idée de justice réhabilitative, l'idée qu'un être humain n'est pas parfait et qu'on peut commettre des fautes et des erreurs dans son parcours de vie, qu'un individu ne peut pas être résumé à sa faute et que la reconnaître est un premier pas indispensable pour la réparation. J'ai compris, réfléchi
appris. J'ai déconstruit les mécanismes présents en bon nombre d'entre nous et qui devaient l'être. Pas les réseaux sociaux, ni personne d'ailleurs, qui doit rendre la justice, et encore moins après que celle-ci ait été rendue. Je pense à elles et à eux à cet instant. Lorsque mon affaire a éclaté, celles et ceux qui contestent aujourd'hui la décision de la France insoumise de m'investir prônaient l'idée géniale que je démissionne pour me représenter et qu'ainsi les électeurs puissent trancher. C'est ce que la dissolution, ici, permettait. Le seul souverain que la République connaisse, le peuple, aurait tranché. Mais il semble que cette idée soit passée de mode et qu'il soit désormais préférable de faire pression pour m'empêcher de participer à un scrutin dans une sorte de peine d'inéligibilité que la justice n'a, elle, pourtant pas décidé. Quoi qu'il en soit, je n'entends pas plus longtemps que ma candidature soit utilisée contre la France insoumise et le nouveau Front populaire pour leur nuire dans un moment où toute l'énergie doit être mobilisée pour battre l'extrême droite et faire gagner à sa place un gouvernement qui changera la vie comme tant de Français l'attendent avec impatience. Je sais que cette décision va décevoir beaucoup de monde, mais il me semble qu'elle va en soulager encore davantage. Par conséquent, je renonce à ma candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Du fond du cœur, je veux remercier toutes les militantes et tous les militants de la France insoumise, ainsi que son coordinateur national, Manuel Bompard, et tout particulièrement ceux qui constituent ici mon équipe depuis des années. Ma suppléante, Lawaria Adouche, ainsi que tous les ex-membres de mon cabinet. Permettez-moi d'avoir une pensée émue à cet instant pour celui qui m'a fait m'engager en politique et qui m'a tout appris, Jean-Luc Mélenchon.